Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre concernant JavaScript. Alors, on essaye aujourd'hui de créer une petite galerie photo. Je vous montre tout de suite ce que j'aimerais obtenir. Donc, on aura une photo qui va s'afficher. Si je clique sur les petites flèches qui vont vers la droite ou vers la gauche, eh bien, nos photos vont défiler, donc avec un petit effet de disparition et d'apparition. Si jamais, donc j'ai mis que 4 photos, donc si j'arrive ici à la quatrième, que je reclique sur le suivant, je repars à la première photo. Et donc pareil, je pourrais revenir en arrière au niveau de mes photos, ça marche. On a aussi un petit système automatisé, c'est-à-dire que si je clique sur le bouton lecture, eh bien il va modifier tout seul les photos au bout de quelques secondes. Je pourrais faire stop si je veux arrêter ce défilement automatique et refaire lecture si jamais j'ai envie de le remettre. Dernière petite chose qu'on va pouvoir tester aussi, c'est le fait d'écouter les touches du clavier. Donc si je fais la flèche du clavier qui va vers la droite, eh bien ça fait la photo suivante. Si je fais la flèche du clavier qui va vers la gauche, eh bien ça revient à la photo précédente. Donc voilà l'objectif. Alors ça va être un exercice assez costaud, hein, du coup. On a pas mal de choses à prévoir. On a quasiment l'intégralité de toutes les vidéos qu'on a vues précédemment qui vont être appliquées sur cet exercice. Alors, donc c'est parti, on se retrouve dans le code. Du coup, j'ai commencé à préparer un petit peu les fichiers. Donc, j'ai créé un fichier galerie.html dans lequel j'ai chargé le Bootstrap, j'ai chargé aussi Fontosum pour avoir accès aux petites icônes. Si jamais vous vous rappelez pas comment avoir les liens et comment chercher les icônes, hein, je vous invite à revoir la vidéo sur la checklist, je crois que j'avais fait ça, donc sur la formation JavaScript et dans l'exercice qui concernait les checklists. Ensuite, j'ai créé un title, j'ai créé une balise style puisqu'on aura du CSS à noter, et donc je vais le faire directement ici dans la partie HTML, mais je vous invite toujours à créer un autre fichier, créer un fichier CSS. Moi, je ne suis pas en formation CSS, donc du coup, je vais le taper directement ici. Et puis, on a la liaison vers le script, donc 09galerie.js, et pour l'instant, c'est un fichier vide. Hein. Pour l'instant, j'ai rien fait à l'intérieur, j'ai juste créé la liaison. J'ai commencé aussi à charger des petites images donc dans un dossier IMG. Donc si j'ouvre ce dossier image, eh bien j'ai 4 photos à l'intérieur. Je crois, voilà, si je clique dessus, bon, j'ai une petite photo. J'ai fait en sorte que ces 4 photos-là soient de la taille identique dès le départ. Donc c'est quand même plus pratique plutôt que de les redimensionner à la volée en CSS. Voilà, donc je vais fermer cette photo-là, je vais retourner dans la partie HTML. Alors déjà, je vais fermer donc la partie de gauche qui me prend un petit peu de place, et puis donc on va commencer à créer la structure HTML. Donc du coup, on va devoir avoir une galerie qui est à peu près centrée au niveau de la page. Donc je vais avoir un container de Bootstrap. Ensuite, je vais créer une ligne, forcément, .row. Dans ma ligne, je vais créer une première colonne de 12, on va dire, qui va me prendre toute la largeur, qui va contenir juste le titre, H1, qui sera donc galerie. Ensuite, j'aurai du coup la petite flèche qui va vers la gauche, les photos, et la petite flèche qui va vers la droite. Donc ça va être 3 colonnes différentes. Donc on va faire une petite colonne de 1, voilà, 1 de large, et dans lequel je dois avoir la flèche, donc l'icône de la flèche. Donc pour ça, pour avoir l'icône, je vais aller sur le site de Fontosum. Je vais chercher un chevron peut-être. Voilà, et donc on a des petites flèches. Donc ici, la flèche qui va vers le haut, la flèche qui va vers la droite ou la flèche qui va vers la gauche. Donc je prends le chevron left et je vais pouvoir cliquer sur le i là, le code HTML qui me donne l'icône. Je clique dessus, ça le copie. Je retourne maintenant dans mon code et je vais coller mon icône. Et donc cette icône va fonctionner parce que j'ai chargé avant la librairie Fontosum. Cette icône-là, donc ça sera un bouton finalement, cette chose-là, on pourra le styliser. On aura aussi besoin de récupérer le clic sur cette icône-là. Donc du coup, ça serait pas mal de lui mettre un identifiant. Donc id égale, et puis donc ça sera le chevron qui va faire le précédent, donc on va dire previous, voilà, donc l'id prev. Ensuite, cette colonne ici, je vais la copier-coller, donc
quelque chose comme ça, et puis on fera du coup le bouton pour aller au suivant, donc next, et ça sera pas vers la gauche mais vers la droite. Entre nos deux boutons, du coup il va nous falloir quand même des photos, donc je vais créer entre les deux une nouvelle colonne, donc .col- qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 5 pour l'instant, on va voir si ça fonctionne bien. Et donc dans cette colonne de 5, eh bien j'aurai mes images, donc IMG. J'ai dans mon dossier IMG des photos, alors je me suis pas embêté, hein, je les ai toutes appelées pareil, il y a juste le numéro qui change pareil. Donc on va prendre photo 1. Si je veux que cette photo-là s'adapte à ma colonne de 5, eh bien il faut que j'ai une classe qui s'appelle img-fluide. Donc ça, c'est une classe de Bootstrap. Et donc je veux les 4 photos à l'intérieur de ma galerie. Donc je vais dupliquer cette ligne-là et je vais prendre donc, photo 2, photo 3 et photo 4. Quand j'enregistre ça et que je regarde sur ma page internet ce que ça a donné, du coup, donc c'était ici, eh bien j'ai bien l'icône qui va à gauche, j'ai les 4 photos donc, qui s'affichent pour l'instant les unes en dessous des autres, et la flèche qui va à droite. Donc ce qui serait pas mal déjà, ça serait de centrer un petit peu tout ça. Donc pour faire ça, au niveau de la ligne, je peux lui faire un justify-content-center. Donc ça va me centrer notamment mes 3 colonnes ici qui ne font pas 12, hein, donc ça fait 5, 6, 7. Donc ça fera les 7 colonnes du milieu finalement. Du coup, si j'enregistre ça et que je passe sur la page, voilà, on a les colonnes qui sont un peu centrées. Sauf que ici, la petite flèche, en fait, elle est à gauche de la colonne de 1. Donc, on va centrer le texte aussi. Donc, je vais faire un texte-center, toujours sur la ligne. Voilà, du coup, ça va un petit peu mieux répartir les petites flèches. Ça centre aussi le galerie, bon c'est pas très grave. Si vous voulez pas centrer le galerie, il faut mettre les textes-center sur les colonnes en fait, sur les 3 colonnes et non pas sur la colonne de 12. Et puis ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire un alignement vertical, donc un aligne-items-center. Et dans ce cas-là, si je repars sur la page internet, on a nos petites flèches ici qui descendent finalement à la même hauteur que l'ensemble de nos photos. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que à la fin, il n'y aura qu'une seule photo d'affichée, donc du coup, les flèches vont remonter à cet endroit-là. Alors ensuite, en bas des photos, j'aurai besoin des petits boutons pour faire pause et puis pour faire lecture. Donc ça, on va les créer tout de suite. Donc j'ai les 3 colonnes. Je pourrais créer une nouvelle ligne. Donc un point row encore, dans lequel j'ai qu'une seule colonne, .col-12, et dans lequel je vais aller chercher les icônes pour faire stop et puis pour faire lecture. Donc ici, si je cherche play peut-être, voilà, donc on a le petit bouton pour faire lecture. Je clique sur le code HTML, je repars dans mon code à moi et je vais coller cette icône là et puis je vais chercher, alors je suppose que c'est pause, on va pas s'embêter, on va copier-coller, hop, on va tester pause, voilà, et du coup si je passe sur la page internet, que je descends tout en bas, voilà, on a bien le pause et le play qui s'affiche, donc après ça serait pas mal de les centrer par ici. Donc c'est reparti, donc notre col 12, on va lui faire un texte-center. Alors par contre si je fais ça, ça veut dire que mes icônes vont être très collées l'une à l'autre. Donc du coup, si je repasse sur ma page, voilà, on a bien le pause et le lecture, mais c'est très collé. Donc du coup, ce qui serait pas mal, en fait, ça serait d'entourer les 2 icônes. Donc ça, je vais couper l'icône, je vais lui créer une balise span parente, et je vais recoller l'icône à l'intérieur. Ça va me permettre en fait de lui donner un identifiant qui va s'appeler ici pause, hein, tout simplement, pause, voilà. Et alors je vais faire exactement pareil pour l'icône play, donc je vais couper l'icône, je vais créer un span avec un identifiant
oups, voilà, identifiant qui va être égal à play, et je vais coller à l'intérieur mon code, voilà, et du coup ça me permet d'avoir des identifiants que je peux attaquer en CSS, donc au niveau des styles. Donc j'ai l'identifiant play, j'ai l'identifiant pause, voilà, j'ai l'identifiant next, et j'ai l'identifiant prev, quelque chose comme ça, et ces quatre icônes là vont avoir la même décoration finalement, donc elles vont avoir une petite couleur qu'on va dire en gris, donc dièse 666, quelque chose comme ça, et puis on va les mettre un peu plus grosses quand même, donc un font-size, on va dire en 3 REM, et puis ça sera peut-être pas mal. On va aller voir ce que ça donne. Ah, j'ai fermé la fenêtre tout à l'heure, hop, je remets, la voilà, ici. Donc du coup, on a bien notre galerie avec des flèches et le bouton lecture et prév qui sont là. Bon, c'est un peu gros là quand même. Donc on va peut-être diminuer la taille des icônes, et puis on va se faire une petite marge pour pas que les icônes soient collées, notamment en bas. Donc on va dire un margin de 1 REM. Mais alors par contre les margins ça ne marche que si ce sont des types blocs. Donc du coup celle-ci ça va marcher puisque c'est une colonne, et donc c'est bien une div en fait, hein. Un div c'est bien un type bloc. Celle-ci ça va marcher, c'est bien un div. Par contre ici on a utilisé des spans pour les boutons pause et les boutons play, et du coup un span est en type en ligne, donc on ne peut pas utiliser la propriété margin. Donc je vais tout changer en display inline block, voilà, et du coup on a les propriétés de marge qui vont pouvoir s'appliquer. Et si je repars sur ma page internet, voilà, du coup j'ai bien les petites flèches qui n'ont pas bougé, et j'ai bien le bouton pause et le bouton lecture en bas qui sont bien écartés. Alors ensuite, ce qu'il va falloir se dire, c'est que forcément il va falloir masquer au moins 3 photos pour avoir uniquement que la première qui s'affiche. Donc pour ça, il va falloir que je crée en CSS une petite classe hidden par exemple, masquée, qui aura la propriété de display qui va être à none. On ne veut pas l'avoir. Bon, cette classe hidden du coup sera appliquée forcément aux images qui seront dans la galerie. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que notre galerie, bien en fait elle est ici, donc c'est au niveau de la colonne de 5, on va dire que ça a un identifiant galerie, et du coup je vais pouvoir un petit peu préciser mon sélecteur, donc ça sera un dièse galerie, et on veut les images qui sont en hidden, donc img qui a la classe hidden seront en display none. Le but du jeu maintenant, c'est en JavaScript d'affecter cette classe hidden aux 3 dernières photos. Donc pour ça, je vais aller dans la partie JavaScript, je vais aller sélectionner les photos, donc un document.query selector all. Je veux récupérer donc dans le dièse galerie, toutes les images, donc espace img. Quand je fais ça, je vais devoir stocker ces informations-là. On pourrait même créer une constante, donc constante image avec un S, et donc on aura nos 4 photos à l'intérieur. Une fois que j'ai mes 4 photos, je veux affecter la classe hidden aux 3 dernières. Donc pour ça, je vais faire une boucle. Donc for, voilà. Je vais commencer à i est égal à 1, puisqu'on ne va pas attraper la première. Je vous rappelle que la première en JavaScript, c'est 0. Hein, donc je n'attrape pas la première. Je lui dis que tant que i est inférieur à le tableau image.length, dans ce cas-là, on fait une incrémentation, donc i plus égal à 1. J'ouvre les accolades derrière, et du coup, je veux affecter
la classe hidden à toutes ces images-là. Donc dans ce cas-là, dans le tableau des images, à l'index i, je rajoute la classe, donc .classeList, .add, et je veux ajouter la classe hidden à toutes ces images-là. Quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, et bien du coup, je n'ai plus qu'une seule photo qui s'affiche. Et donc si j'inspecte, si je fais clic droit, inspecter, en fait, les photos, elles sont bien ici. Hein. Photo 2, photo 3, photo 4 sont bien ici, sont bien dans le code HTML, mais elles ont la classe hidden, ce qui fait que visuellement, on ne les voit pas. Alors, je repars dans le code. Du coup, maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, donc déjà, je vais commenter un petit peu ce code-là, qu'on ne se perde pas. Donc, du coup, masquer les photos sauf la première. Voilà. Donc ensuite, on a la création de nos images. Ce qui serait pas mal aussi, ça serait de savoir quelle image est affichée en ce moment. Donc pour l'instant, le let IMG affiché, on va faire un truc comme ça, ou IMG active. Allez, IMG active. Dans ce cas-là, on va dire que c'est l'image numéro 0 qui est active par défaut. Et donc ça nous permettra en fait de modifier cette variable-là et d'afficher ou pas certaines images. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est écouter le fait de cliquer sur le bouton précédent ou sur le bouton suivant. Donc si je fais un petit commentaire, on va dire clique sur bouton suivant. Voilà. Dans ce cas-là, je dois créer un écouteur d'événements. Donc je récupère le bouton d'abord, donc document.querySelector. Je dois resélectionner le dièse, on va dire pour l'instant next, sur le bouton suivant, et je lui fais un écouteur d'événements, donc .addEventListener. Je vais écouter le clic dessus, et je vais créer une fonction de callback pour lui donner les actions à exécuter lors du clic. Donc du coup, quelles sont les actions que je vais devoir faire? La première action, ça va être déjà de masquer l'image qui est en ce moment active. Donc du coup, je reprends mon tableau des images, mais l'image active, en fait, c'est l'image active qui va me la donner. Donc ce chiffre-là, en fait, donc il faut imaginer que c'est dans le tableau image, je veux l'image numéro 0. Et donc je vais faire un class list, je vais travailler sa liste des classes, je vais lui ajouter, donc .add, la classe hidden. Une fois que cette image-là est masquée, et bien du coup, je vais devoir réafficher la suivante. Donc, ça veut dire que la variable image active doit prendre plus 1 en fait. Donc, doit s'incrémenter, donc plus égale à 1. Une fois qu'elle a pris plus 1, eh bien, je reprends maintenant, je vais copier-coller cette ligne-là, je reprends l'image à l'image active, mais qui n'est plus 0 cette fois-ci, qui est égale à 1, et je vais lui enlever la classe hidden. Donc quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, on a le petit clic maintenant sur le bouton Next, et donc on a bien le fait de changer de la photo. Mais forcément quand j'arrive à la fin, et bien du coup il ne sait plus quelle photo afficher. En fait il est parti sur la photo 5, la photo 6 qui n'existe plus, et du coup on a un plantage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de photos affichées. Si je réactualise ma page, ça repart à 0, et juste pour vous montrer que le hidden du coup, quand je clique, le hidden se déplace bien, c'est-à-dire qu'il s'affiche bien sur la première photo, et il s'enlève de la deuxième. Donc maintenant, pour le faire tourner en boucle, c'est-à-dire qu'il faudrait en fait que quand il arrive à la 4e photo, eh bien il revienne finalement à la première photo. Ça, en fait, on va le savoir selon le nombre de photos que l'on a dans le tableau des images. Si je repars sur mon code, en fait, notre tableau image ici contient les 4 photos. Et je sais la grandeur de ce tableau-là par le image.length. Donc une fois qu'on a fait le petit plus 1 ici, il faut tester en fait si le plus 1 est
possible ou pas. C'est-à-dire que si jamais je suis à 4, ça veut dire que le plus 1 passera à 5 et qu'on n'a pas 5 photos à l'intérieur de notre galerie. Donc ça n'ira pas. Donc ici, il va falloir faire un petit test. If, si IMG active est supérieur à le tableau image.length, donc ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de toutes les photos, et bien dans ce cas-là, on va reprendre IMG active et on va lui dire de repartir à 0 en fait. Donc ça sera égal à 0. Donc quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, on va retester. Si je clique sur suivant, hop, on arrive bien ici. 4e photo, je clique. Ah, il y a un petit défaut ici. Il devrait être revenu. Oui, parce que forcément, j'ai pas mis supérieur ou égal à IMG length. Voilà, je réenregistre. Petite faute de frappe, voilà. Et du coup, je reviens, je fais suivant, suivant, suivant. Là, j'ai ma 4e photo. Je fais suivant et hop, ça repart à la première. Alors ensuite, si je veux créer un petit effet de disparition et d'apparition, lorsque je clique sur les boutons suivants ici, ça arrive vraiment d'un seul coup. Et donc on n'a pas un aspect un petit peu fluide qui pourrait être un peu plus sympa. Donc pour ça, en fait, on va jouer sur les CSS et on va essayer de rajouter des classes. Donc du coup, je repars dans la partie HTML, je vais créer cette fois-ci, donc on avait créé juste la classe hidden qui faisait un display none. Le problème du display none et du display block, en fait, c'est qu'on n'a pas de transition possible sur ces propriétés-là. Par contre, on a des transitions possibles lorsque on gère l'opacité d'un élément. Donc si jamais je disais que dans DS-Gallery, on a toutes les images, en fait, qui avait une opacité à 0. Donc du coup, ça veut dire qu'elles sont ici, mais on ne les voit pas. L'intérêt, c'est que ça va me permettre du coup plus tard de créer une transition vers un autre état. Donc par exemple, je vais copier-coller cet élément-là, hop, et du coup, je vais lui créer un élément, un sélecteur, qui sera une classe show par exemple. Le fait d'être montré, elle aura l'opacité à 1. Donc en fait maintenant pour gérer cet aspect de transition et le fait d'apparaître et de disparaître, en fait il faut se dire qu'il y aura 3 états. Donc on va commencer par le fait que l'image sera masquée. Si j'enlève le masqué, ça veut dire qu'on arrive à cet état-là. L'image sera là, mais elle ne sera pas encore affichée. Puis elle sera ensuite affichée si on rajoute la classe show. Donc du coup, on va faire des petites transitions maintenant en CSS. Donc on va faire une transition ici, transition, hop, on va dire sur la partie opacity. Je veux transitionner, on va dire en... Alors pour l'instant, je vais le mettre très long pour que vous voyez un petit peu la différence. On va faire 2 secondes. Et puis, on va faire is in out. Quelque chose comme ça, et je vais faire la même chose sur le point chaud. Voilà, donc le fait d'enlever ou de mettre le point chaud, du coup, on aura la transition d'opacité en 2 secondes. Donc j'enregistre ça pour l'instant, ça va être un petit peu long, mais c'est juste pour vous montrer. Si je repars sur ma page internet, du coup, on a bien la première image qui n'est plus affichée pour l'instant. Mais si je fais dans la partie inspecteur, si après IMG Fluid je rajoute maintenant la classe show et que je valide, je fais entrer, on voit qu'il y a un petit aspect d'apparition, on va dire doux, pendant 2 secondes. Si j'enlève maintenant le mot show de l'inspecteur, donc je le supprime et je le valide avec entrée, eh bien ma photo disparaît doucement. Donc maintenant, il faut traduire ça avec la partie JavaScript. C'est-à-dire le fait de mettre cette classe show ou pas, eh bien, ça sera du JavaScript. Donc c'est reparti dans le code JavaScript. Alors je vais changer peut-être pas 2 secondes maintenant, on va dire peut-être 0.6 secondes. Hop, 0.6, voilà, parce que vous avez vu que ça marchait. Je repars dans la partie JavaScript et on va essayer d'appliquer tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que dès le départ, lorsque notre fichier arrive, ça serait pas mal que la première image ait cette classe show. Donc dès le départ, ça veut dire qu'on est ici.
Donc dès le départ, ça sera le tableau des images à l'index img active. Et donc elle aura la classe, donc on va lui ajouter la classe qui s'appelle show. Quand j'enregistre ça et que j'arrive sur ma page internet, voilà, que j'actualise, eh bien le point show est déjà activé par défaut. Donc maintenant le but du jeu, c'est que quand je clique sur le bouton suivant, ça m'enlève la classe show. Je repars sur le code, donc ici, lorsque je clique sur le bouton suivant, d'abord je dois enlever la classe show. Donc je vais dupliquer cette ligne-là et je dois remove la classe show. Ensuite, quand je réactive la photo suivante, donc du coup ici, je prends la photo suivante, je prends la première photo si jamais il n'y a plus de photo, et je réactive la photo suivante. Donc dans ce cas-là, je dois non seulement remove le hidden, mais aussi ajouter, donc add, la classe show. Donc maintenant, si je repasse sur la page internet, quand je clique sur le bouton suivant, alors on voit que la transition se fait pas bien. Donc j'ai bien le show, vous voyez, qui se déplace dans la partie HTML, mais on n'a plus la transition. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va trop vite pour lui. C'est-à-dire que dès qu'on a enlevé le hidden, on remet le show et on n'a plus de transition, c'est-à-dire le fait d'avoir à un moment donné notre photo qui est comme ça finalement. Donc qu'elle soit IMG fluide et qu'après elle passe en show. Donc le fait d'ajouter ou le fait de remettre le show, il ne faut pas qu'il le fasse trop vite en fait. Sinon on n'a pas cet état-là où on est juste IMG fluide et c'est-à-dire que la photo n'est pas encore apparue. Donc ça c'est parti. On va du coup ici. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est que voilà, il enlève le hidden et tout de suite il met le show. Et du coup, il n'y a pas l'état entre les deux finalement où le show n'est pas encore mis. C'est-à-dire qu'il fait trop rapidement ces deux lignes-là. Donc pour gérer le temps, je vous rappelle qu'on pourrait faire un set timeout. Voilà. Alors sur le set timeout, je vous rappelle que le premier paramètre c'est une fonction anonyme. Donc function, hop, et du coup on a quelle action qui doit être fait? Eh bien ça sera le fait d'ajouter le show. Mais je veux qu'il l'ajoute que après un certain temps, donc on va dire peut-être 300 millisecondes, quand j'enregistre ça. Voilà, donc là on est pas mal. Si je repars sur la page internet, que je clique sur le bouton suivant, eh bien j'ai bien l'aspect d'apparition qui se fait doucement. Alors j'ai pas l'aspect disparition qui se fait doucement, mais je pense que c'est plutôt pas mal en fait comme ça. C'est-à-dire que en fait voilà, il enlève directement le show et ça passe directement au hidden, ce qui est pas si mal je trouve. Mais vous pourriez avoir voilà, l'aspect disparition et après l'aspect d'apparition. Dans ce cas-là, il faudrait faire la même chose ici. C'est-à-dire que il faudrait ajouter le hidden, mais que à partir d'un certain temps, donc dans un set timeout. Personnellement, je vais le laisser parce que je trouve que l'effet est plutôt sympa. Alors, dernière petite chose, vous voyez que dans le set timeout ou dans le set intervalle, on a l'obligation finalement d'appeler une fonction. Je vous rappelle que les fonctions, vous pouvez donc les écrire avec le mot-clé function, mais vous pouvez aussi les écrire avec une écriture fléchée. Ici, vu que je n'ai pas besoin du this, eh bien, je pourrais utiliser l'écriture fléchée, ce qui est peut-être plus simple à écrire et peut-être plus court à écrire. Donc voilà, j'appelle juste une fonction fléchée, donc c'est deux parenthèses, il n'y a pas de paramètres. Ensuite, les petites flèches et les accolades derrière pour dire les actions qui sont à l'intérieur de cette fonction. N'hésitez pas du coup à utiliser les fonctions fléchées lorsque vous n'avez pas besoin du mot-clé this. Ça peut être très utile et je trouve ça plus simple à écrire. Donc notre bouton qui fait la partie suivante fonctionne. Alors ce qui serait pas mal maintenant, ça serait de se dire que ces actions-là, finalement le fait de passer à la photo suivante, je vais en avoir besoin autre part. Je vais en avoir besoin aussi lorsque l'on va cliquer sur le bouton lecture. Donc du coup ça serait un petit peu embêtant de répéter les mêmes actions
pour le bouton lecture. Donc on va directement créer une fonction qui va exécuter toutes ces actions-là. Donc je vais créer une petite fonction un petit peu derrière, donc constante, on va l'appeler next, ça sera la fonction next, qui est égale à une fonction, donc function, quelque chose comme ça, qui n'a pas besoin de paramètres. Et quelles sont les actions de ma fonction next? Eh bien c'est le fait de faire tout ça. Si je coupe et que je colle mes actions dans la fonction next, et maintenant au niveau du clic, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien je dois appeler ma fonction next. Donc du coup c'est exactement pareil. Si maintenant je repasse sur la page internet, on a toujours le petit clic qui marche. C'est juste que ça appelle une fonction externe et que notre code est un peu mieux rangé finalement. Donc ici, je vais mettre un petit commentaire. Donc ici, ça sera la fonction suivante. Fonction, on va dire pour photo suivante. Photo suivante. Alors maintenant que notre bouton pour faire la photo suivante est fonctionnel, eh bien, ce que je vous propose, c'est vous d'adapter finalement ce code-là pour créer le clic sur le bouton précédent. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter le clic sur le bouton précédent et affecter du coup une fonction qu'on pourrait appeler prev, dans lequel eh bien, les actions devraient aller un petit peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand on clique sur le bouton précédent, eh bien, ce n'est plus la photo d'après, mais c'est la photo d'avant qui s'affiche. Attention, lorsqu'on n'a plus de photo, c'est-à-dire que si on est revenu trop en arrière, c'est-à-dire si je suis ici, je suis sur la première photo et que je fais précédent, eh bien du coup, il faudrait que ça arrive à la dernière photo. Voilà, je vous laisse faire cette petite partie, puis je vous retrouve juste après pour la correction et puis pour la suite de la construction de notre galerie photo. Donc on se retrouve pour la correction de notre création du bouton précédent. Donc j'espère que vous avez réussi. Alors il suffisait du coup de recopier toute cette partie-là. Je vais copier tout ça et je vais le coller en dessous. Et donc c'était le clic sur le bouton précédent. Voilà. J'écoute le clic du coup sur la DI qui s'appelle prev. J'écoute bien le clic. J'appelle une fonction que je pourrais appeler prev aussi. Et cette fonction, elle se trouve ici. Donc fonction pour la photo précédente. Voilà, que j'appelle prev. Donc j'appelle une fonction. Qu'est-ce que ça me fait cette fonction-là? Ça récupère l'image active. Ça lui enlève la classe show du coup. Ensuite, sur l'image active encore, je lui ajoute la classe hidden. Comme ça, je masque complètement la photo qui est active. Ensuite, je dois récupérer la photo d'avant. Donc du coup, c'est pas plus égale 1, mais moins égale 1. Je décrémente l'image active. Alors, si l'image active est non plus cette fois-ci supérieure ou égale à image.length, mais est inférieure à 0, donc ça veut dire que je n'ai plus de photo. Si l'image active était à 0, je suis passé ici à -1, donc du coup ça ne va pas, l'image -1, ça n'existe pas. Donc dans ce cas-là, l'image active ne prend pas 0, mais cette fois-ci prend la longueur totale du tableau des images. Donc ça sera image.length qui va me donner finalement la dernière image de ma galerie photo. Ça, du coup, je rajoute, ou plutôt j'enlève la classe hidden, et ensuite je lui rajoute la classe show pour avoir le petit effet d'apparition doux sur la photo. Voilà, donc je vais tester ça, j'enregistre tout, je repasse sur la page internet. Si je clique sur le précédent, alors il me dit rien du tout, ça m'affiche rien du tout. Alors, allons vérifier ce qui se passe. Si l'image active est inférieure à 0, image length. Ah oui, alors je sais pourquoi. Attention, image length, ça va vous donner en fait 4. Il y a 4 photos dans le tableau des images. Sauf que dans notre tableau, le tableau commence à 0. Donc l'image numéro 4 en fait n'existe pas. L'image
ça sera l'image 3 qui sera la dernière photo. Donc du coup, ça sera image length, mais -1, puisque les tableaux, les index des tableaux commencent à 0. Donc j'enregistre ça et on est reparti. C'était le petit piège. Voilà, je clique sur le bouton précédent et j'ai bien la 4e photo qui s'affiche maintenant. Si je clique, j'ai bien la 3e photo qui s'affiche, etc., etc. Et ça repart à 0 et ça tourne en boucle. Ok, on est bon. Donc ensuite, il nous faut gérer le clic sur le bouton play. Donc ça, je repars dans le code. Alors, le clic sur le bouton play, donc ça va ressembler un petit peu à ce truc-là. Donc ça, je vais le copier-coller. Hop, je vais le mettre en dessous. Et donc, clique sur le bouton play. Donc quand j'écoute le clic sur le dièse play, j'écoute le clic et je vais créer cette fois-ci un intervalle de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il me fasse finalement la fonction next toutes les secondes finalement. Donc pour créer un intervalle de temps, je vous rappelle que c'est cet intervalle. Je dois appeler une fonction, mais cette fonction-là, eh bien, en fait, je l'ai déjà créée. C'était la fonction next de tout à l'heure. Donc du coup, j'appelle la fonction next. Alors attention, dans le set intervalle, il n'y a pas les parenthèses. Du coup, quand vous appelez la fonction, vous lui donnez juste le nom de la fonction, mais sans les parenthèses. Et je veux que ça le fasse toutes les 1 seconde. Donc toutes les 1000 millisecondes. Quand j'enregistre ça, je retourne sur ma page internet et je clique sur le bouton play et du coup toutes les 1 seconde, alors 1 seconde ça fait peut-être très rapide d'ailleurs, là ça carbure, donc on va changer un petit peu le temps et on va lui mettre 2 secondes peut-être, on va tester avec 2 secondes, donc 2000 millisecondes, voilà, et je repasse sur la page quand je clique sur lecture. Ouais, 2 secondes, c'est peut-être pas mal. Ok, on est bien. Alors ensuite, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que quand on clique sur le bouton pause, maintenant, il faut que ça arrête cet intervalle de temps. Alors ça, on ne l'avait pas dit dans la vidéo précédente sur la gestion du temps, mais en fait, cet intervalle, vous pouvez le stocker dans une variable. Donc ça, je vais pouvoir lui dire que c'est un let intervalle, par exemple, qui contient cet intervalle. Et lorsque l'on va cliquer sur le bouton pause, eh bien, on va arrêter cette variable-là. Donc, je vais copier-coller un petit peu tout ça et je vais faire clic sur le bouton pause. Je vais écouter le dièse pause et du coup, je vais devoir enlever ou supprimer cet intervalle de temps. Donc, dans ce cas-là, je vais appeler une fonction qui s'appelle clear intervalle et qui prend en paramètre le nom de l'intervalle de temps que j'avais créé juste avant. Donc, intervalle. Voilà. Et quelque chose comme ça. Alors, problème, on voit déjà sur les couleurs qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, intervalle ici, là on a un problème finalement de portée de variable. C'est-à-dire que cet intervalle-là est créé à l'intérieur du document Query Selector, dans le Add Event Listener. Ce qui fait qu'on n'a pas accès à cet intervalle-là dans un autre Add Event Listener, puisque ce n'est pas le même contexte. Donc je vous rappelle, pour créer des variables globales, il faut les créer avant, sur le domaine global. Donc ça veut dire que le let intervalle ici, je ne peux pas le créer tout de suite. Je dois le créer avant, finalement, ici, et comme ça, je pourrais l'utiliser dans l'appel du Add Event Listener. Et du coup, je pourrais le rappeler plus tard pour faire le clear intervalle, puisque cet intervalle de temps est dans le domaine global. Donc j'enregistre ça, je repars sur la page internet, je clique sur le bouton lecture, et toutes les 2 secondes, j'ai bien la photo qui passe. Si je clique sur le bouton pause, la photo ne bouge plus. Donc pour commenter un petit peu le code, ici je crée du coup, donc ici ça c'est une variable globale qui me permet de stocker, donc pour stocker l'intervalle de temps. Voilà. Ensuite, on a ici la création de l'intervalle de temps. Création
de l'intervalle de temps. Et ici, on a la destruction de l'intervalle de temps. Alors, je pourrais même mettre les commentaires, non pas sur la ligne du dessus, mais peut-être comme ça. Voilà, j'enregistre pour qu'il fasse un petit rangement. Et ici, comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu mieux rangé comme ça. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est regrouper un petit peu les codes, c'est-à-dire que tout ça, ça concerne l'aspect clic sur les boutons. Donc je vais les copier-coller et je vais les mettre un petit peu plus en haut. Donc là, on avait le suivant. Voilà. Je vais mettre tous les clics ensemble. Voilà, je fais juste du rangement. Je déplace des codes. Donc on a le clic sur le bouton suivant, le clic sur le bouton précédent, le clic sur le bouton play, le clic sur le bouton close. Le fait de créer l'intervalle de temps, je vais le mettre tout en haut. Comme ça, ici on a la création de toutes nos variables de base. Voilà, et donc ça, je vais le copier-coller peut-être ici. Et on est un petit peu mieux. Clique sur le bouton suivant, clique sur le bouton précédent, play, pause. Les deux fonctions next et prev. Voilà, ça paraît un petit peu plus logique quand on lit le code maintenant. Voilà, pensez toujours à ranger votre code pour que la personne qui lise le code, ou même vous, quand vous allez revenir dans 6 mois dans le code, que ça soit assez logique à lire. Parce que s'il y en a un petit peu partout, c'est très difficile à lire. Alors, dernière petite chose, je vous disais, on va essayer maintenant d'activer le fait d'écouter les touches du clavier aussi. Donc, on va dire un petit commentaire encore, gestion touche du clavier. Voilà. Et du coup, on va pouvoir, donc sur l'objet global, sur Windows, on va pouvoir lui rajouter un Add Event Listener, un écouteur d'événements. Quel événement on veut? Eh bien, on veut le fait de presser finalement une touche du clavier. Donc ça, c'est l'événement keydown. C'est le fait d'appuyer finalement sur une touche du clavier. Lorsque l'on fait un appui sur une touche du clavier, on récupère une fonction de callback, donc function. Voilà. Et dans cette fonction-là, on peut récupérer aussi, vous voyez, un paramètre qui s'appelle l'événement, le keyboard event. Donc ici, je vais récupérer une petite variable E qui va contenir cet événement-là, et puis on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ouvre les accolades et je fais un console.log de l'événement, donc de E. Quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, si je retourne dans la partie console et que je fais une flèche vers la gauche ou vers la droite, du coup, j'ai bien le console.log du keyboard event. Donc là, j'ai fait la flèche vers la droite. Et alors déjà, on voit que c'est un objet. Du coup, on a un système de clés et de valeurs à chaque fois. Donc on a une clé, 2 points, une valeur. Et si je déroule un petit peu tout, on a une clé qui s'appelle key, justement, qui me dit que c'est la flèche à droite du clavier qu'on a appuyé finalement, donc le arrow right. Donc maintenant, on va pouvoir tester finalement si la clé de l'événement est égale à arrow right, et bien ça veut dire qu'on a appuyé sur la flèche de droite. Donc c'est parti dans le code. On va maintenant pouvoir tester, donc plus un console.log, mais un if, si le e.key est égal à donc arrow right, la flèche vers la droite. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a appuyé sur la flèche de droite au clavier, et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit appliquer la fonction next de notre galerie. Et je vais faire la même chose, donc je vais copier-coller pour la flèche vers la gauche, donc forcément c'est un arrow left, voilà, et ça doit appliquer cette fois-ci la fonction prev de notre galerie. Quand j'enregistre ça et que je passe sur la page, si maintenant je fais une flèche vers la droite sur mon clavier, eh bien j'ai bien les photos qui défilent et qui font la partie suivante. Si je fais les flèches vers la gauche, on retourne en arrière dans notre galerie.
Voilà, ça vous donne aussi un petit aperçu de comment est-ce qu'on peut créer des petits jeux en JavaScript en écoutant les touches du clavier. Eh bien, ça serait une première partie ici. On écouterait en fait le keydown et en fonction du e.key et du nom du e.key qu'on récupère, eh bien, on sait quelle touche du clavier la personne a appuyé. Voilà, notre galerie de photos est maintenant fonctionnelle, donc j'espère que ça vous a plu déjà, que le résultat vous plaît. Je vais mettre du coup en téléchargement les fichiers sources sur la page du site weformyou.fr, donc n'hésitez pas à venir les télécharger si jamais vous avez besoin. Voilà, je vous invite toujours à laisser des commentaires en bas si vous avez des questions, si vous avez des petites remarques ou si vous avez tout simplement bien aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.